peut-être le moment d'entreprendre et de sortir un peu de ma zone de confort. Comment tu as fait pour décrocher ce VIE alors que tu n'avais pas d'expérience? Faut avoir une démarche d'entrepreneur dans sa recherche d'emploi. Et du coup, on réfléchit trop et on passe pas suffisamment à l'action. Peut-être moins réfléchir et de se lancer. Dans tous les cas, il y a toujours un risque, il y a toujours de l'échec. On va essayer de faire le pirate en fait, c'est une réalité, il faut être un pirate. Bonjour et bienvenue sur Shonan Podcast. Dans ce podcast, on va parler de parcours inspirants, de réussite professionnelle ou entrepreneuriale. Dans cette chaîne, on parlera aussi d'expatriation et de voyage. Et surtout, on va mettre en avant que tout est possible et que n'importe qui peut se retrouver n'importe où en se donnant les moyens de réussir. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'avoir Victoria avec moi et Wassim qui vont nous présenter leur parcours. Donc Victoria, Wassim, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour que nos auditeurs vous comprennent un peu qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, votre parcours assez rapidement et on rentrera dans les détails par la suite. Allez, parfait. Du coup, moi, c'est Victoria. Wassim qui va se présenter, qui est mon mari, avec qui je travaille aujourd'hui. Donc, peut-être pour rapidement refaire un petit topo sur mon parcours. Donc, moi, j'ai fait un DUT Tech de Co. Donc, c'est là où on s'est rencontrés avec Wassim. Après, on a fait école de commerce. Et on a fait tout notre parcours en alternance. Moi, côté recrutement. Donc, c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le recrutement. Et c'est aussi comme ça que j'ai créé aujourd'hui ma structure aux Émirats. On en parlera. Mais voilà, donc toute mon alternance dans le recrutement, 3 ans d'alternance, et ensuite j'ai travaillé pendant 4 ans dans une société de conseil en IT, toujours dans le recrutement. Donc ce qui fait que quand j'ai souhaité créer ma structure, j'avais quand même déjà un petit peu plus de 7 ans d'expérience dans le recrutement, ce qui m'a permis quand même d'avoir une expérience plutôt solide pour me mettre à mon compte. Mais voilà, on en parlera dans un second temps, donc je laisserai Wassim pouvoir parler de son parcours. D'accord, donc on rebondira justement sur cette partie-là où vous avez créé ensemble, on reviendra sur la création de cette structure aux Émirats. Je te laisse te présenter, Wassim. Du coup, voilà, donc plus ou moins le même parcours que Victoria. Donc, on a fait un IUT, après on a continué sur un programme grandes écoles, donc en école de commerce, en alternance. Et moi, à l'issue de mon alternance, j'ai créé mon entreprise, donc une boîte familiale qui était dans les compléments alimentaires, que j'ai eu pendant 5 ans. Et j'ai développé la boîte sur le marché du golf, ce qui m'a amené ici dans le cadre d'un contrat VIE, parce que j'ai fermé ma boîte entre-temps de compléments alimentaires. Et du coup, voilà, donc on s'est retrouvés ici aux Émirats. Et donc après, on a créé ce cabinet de recrutement avec Victoria à l'issue de mon VIE. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, vous avez vous deux donc une expérience dans l'entrepreneuriat et une expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez me raconter chacun votre tour, voilà, alors votre parcours à partir de la fin de vos études? Quel est votre parcours? Est-ce que vous avez donc tu disais que tu as commencé après tes études directement avec la création d'une boîte. Est-ce que tu peux nous parler de ça en détail? Comment donc après les études tu te lances dans la création d'une boîte? Pourquoi tu choisis de lancer une boîte juste après tes études et pas forcément trouver un travail? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, bien sûr. Alors, comme j'ai pu t'expliquer, donc bon, à la base, c'est une boîte familiale. Donc, c'était ma mère qui était à l'initiative du projet. Moi, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat parce que nous, on a une famille d'entrepreneurs. Et donc, j'ai voulu naturellement me lancer avec elle. Mon frère nous a rejoints aussi. Et donc, de fil en aiguille, l'entreprise a connu une belle croissance. Après, on a connu les années Covid, donc ça a été compliqué, ce qui a un peu ralenti l'entreprise. Mais du coup, ouais, donc ça s'est fait assez naturellement à l'issue de mon Master 2, de rejoindre du coup cette boîte familiale, tout simplement parce que voilà, moi j'avais des compétences en marketing et commercial. C'est des compétences qu'elle recherchait. Et donc voilà, j'ai accompagné la boîte pendant 5 ans. D'accord. Et du coup cette boîte c'était alors que c'était une entreprise de quoi? Compléments alimentaires. On D'accord, faisait des d'accord. compléments Ok. alimentaires, on vendait essentiellement en ligne, soit B2C, soit B2B. Et après, on a commencé à se développer à l'international via des partenaires. Et on a vendu environ 40 000 produits D'accord. ouais, sur plusieurs marchés pour atteindre à peu près un chiffre d'affaires avoisinant les 1 million, 1 million de dollars, 1,5 million. D'accord. Et donc tu as pratiqué dans cette activité pendant combien de temps? 5 ans. D'accord, très bien. 5 ans, ouais. 5 ans où, au début, on va dire que j'étais surtout dans le lancement de la marque. Après, un peu plus dans le management, parce qu'on avait quelques équipes avec nous, que je salue, et que je garde toujours des très très bons liens avec eux, donc c'est toujours un plaisir de les voir. Et, euh, et donc après, à l'issue, on a commencé à se concentrer sur l'export. Donc on avait des sujets, nous, au Moyen-Orient. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours ici, aux Émirats, où on a même fait un salon. Et donc c'est comme ça en fait que ça s'est développé sur la zone. Et de fil en aiguille, du coup, après le Covid, on a eu quand même un certain ralentissement par rapport à la marque et à son développement. Et du coup, voilà, moi j'ai eu une opportunité en VIE parce que j'étais à la limite de l'âge et donc qui m'a amené aux Émirats
C'est comme ça que j'ai pu venir ici parce que j'avais déjà une expérience du fait qu'on développait la zone. D'accord, donc si je comprends bien, du coup, tu as exercé en tant qu'entrepreneur Mhm. pendant une période de 5 ans et à la suite de ça, tu es passé en VIE. Exactement. Je suis Ok. revenu dans le monde du salariat. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour deux choses. La première, la remise en question que j'ai eue, parce que non pas, je vois pas du tout cette expérience comme un échec, bien au contraire. Mais quand tu mets beaucoup d'énergie dans un projet que tu crois et que tu vois petit à petit péricliter, c'est compliqué de ne pas se remettre en question. Et donc j'ai eu une grosse période de remise en question, même sur mes compétences, sur plein de choses. Donc ça a été compliqué pour moi de revenir sur le salariat, plus sur cet aspect-là, de se dire est-ce que je peux apporter de la valeur à une entreprise. Et finalement, je suis très content parce que ça s'est très bien passé. Et donc voilà, c'était sur cet aspect-là. Après, sur l'aspect entrepreneur, revenir sur du salariat, non, ça m'a jamais été problématique pour moi parce que je le voyais plus comme un moyen que comme une finalité. Et pour moi, passer du salariat à l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat au salariat, ça fait partie d'un projet. Et selon où on se situe dans sa vie, ça peut être intéressant d'être soit entrepreneur, soit salarié. Donc pour moi, les deux sont possibles et c'est très bien. D'accord, très bien. Donc oui, c'est un parcours qui est assez atypique. Alors souvent, on entend souvent des salariés qui quittent tout pour devenir entrepreneur. Là, dans ton cas, tu as commencé par de l'entrepreneuriat après tes Mhm. études et à un moment, du coup, tu as dû t'arrêter donc, pour des raisons économiques et te remettre dans le salariat. Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que d'une part, tu me dis que tu avais une crainte donc, de ne pas être performant en entreprise. Est-ce que tu pourras nous en dire plus sur ça? Et d'autre part, tu nous dis un truc qui est très intéressant. Donc, à ce moment-là, tu vois le salariat, le retour au salariat, pas comme un retour en arrière, mais tu dis que c'est pas une fin, mais c'est un moyen. Mhm. Le moyen de quoi en fait? C'était quoi la finalité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces sujets-là? Alors, pour répondre à ta première question, alors la crainte première, c'était de se dire, pendant 5 ans, j'étais entrepreneur. Pendant 5 ans, le marché évolue, mine de rien, hein, en tant que salarié, je parle, hein, que ce soit des sales ou des marketeurs. Ils évoluent pendant ces 5 ans-là dans un contexte d'entreprise. Moi, c'est différent. J'ai été entrepreneur. T'as pas de mentorat, enfin, à part si tu as un mentor, mais en tout cas, moi, j'avais pas de mentor. Donc, c'est toi-même qui te challenge, c'est toi-même qui tu te prouves si tu réussis ou si tu as des échecs. Et c'est ce qui est assez compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est que personne ne te dit si tu fais bien ou si tu fais mal. C'est que le temps et malheureusement l'argent qui va te dire que tu as pris une bonne décision ou que tu as pris une mauvaise décision. Euh, et donc pour revenir à ta question, moi c'était cette crainte de me dire, est-ce que les compétences que j'ai développées pendant 5 ans va intéresser une entreprise? Et est-ce que quand je serai dans l'opérationnel, ben, cette expérience en tant qu'entrepreneur va pouvoir euh, cranter dans le cadre d'un poste en VIE, en tant que sales et sur la zone middle list. Et du coup, ton retour d'expérience vis-à-vis de ça, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que tu trouves que justement cette expérience en tant qu'entrepreneur, elle t'a servi d'un point de vue compétence? Est-ce que Mhm, tu trouves qu'en ayant développé cette entreprise, donc tu dis de compléments alimentaires, quels skills en fait ça t'a permis de développer et en quoi du coup tu as pu être performant mhm. ou quelles sont les lacunes que tu as pu avoir quand tu as rejoint ce poste en VIE du coup Ouais, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Bon, déjà, moi, c'était une ouverture de poste. Donc, il y avait, et je pense que c'est pour ça que mon profil a intéressé, du fait que j'avais ce passé entrepreneurial, du fait que c'est une ouverture de poste. C'est souvent le cas hein, quand on intègre des filiales, en tout cas pour des jeunes entreprises ou des entreprises qui se développent à l'international. C'est souvent des ouvertures de poste. Et je pense qu'il faut avoir cette démarche entrepreneuriale. C'est ce qui a plu à l'entreprise. Et finalement, ben, c'est ce qui a fait que j'ai pu performer dans mon métier. C'est d'avoir ce recul en tant qu'entrepreneur qui est une compréhension de l'entreprise. Quand je dis ça, je dis pas que quand tu es salarié, ça c'est pas le cas, mais quand tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est que des charges, tu sais ce que c'est que un chiffre d'affaires, une rentabilité, une marge, un BFR, enfin bref, toutes les notions que tu peux avoir en finance, tu le comprends quand tu es entrepreneur parce que tu as la réalité des chiffres. Et quand tu vas voir ton expert comptable et qui te dit, bon, bah, écoute, ce mois-ci ou ces 6 derniers mois, il s'est passé ça, il s'est passé ça, tu le comprends mieux. Donc ça, c'est le premier sujet par rapport à la compréhension, pas fine, mais on va dire une compréhension que tu as du monde de l'entreprise. Euh, et aussi, en tant que sales, se rendre compte que comment dire, chaque action que tu mènes doit avoir des résultats. Et ça, c'était vraiment comment dire, une compréhension que j'ai eue à l'issue de mon expérience en tant qu'entrepreneur, c'est l'importance de mettre des objectifs à chaque action que tu mènes au quotidien. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre mes résultats dans cette boîte. D'accord, très bien. Et du coup, la deuxième partie de la deuxième question, c'était que tu me disais que tu voyais pas ça comme une finalité, mais tu voyais le retour au salariat comme un moyen.
Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu entends par moyen? Enfin, quelle était ta finalité? Quel était ton objectif en rejoignant ce VIE? Alors, la finalité, c'était d'arriver sur la zone. C'était vraiment mon objectif, enfin notre objectif, Victoria et moi, c'était d'arriver sur la zone. Et donc, je voyais cette VIE comme un moyen d'arriver sur la zone de manière simple et avec un cadre. C'était surtout ça le plus important, c'est d'avoir un cadre qui était safe pour elle et pour moi. Et du coup, le contrat en VIE était le plus approprié, tout simplement parce que voilà, tu arrives avec une assurance, tu arrives avec un salaire qui est déjà prédéfini à l'avance, donc ça te permet de pouvoir te projeter plus facilement. Ouais, Donc c'est pour ça que quand je dis c'était plus un moyen qu'une finalité, moi, mon objectif, c'était d'arriver sur la zone. Après, le reste, on verra. d'accord. Oui, justement, donc en fait, arriver avec un VIE, ça permet du coup d'arriver sur une zone et découvrir une zone avec une expérience professionnelle tout en ayant le confort d'avoir un support, en fait, un support qui est conséquent donc de la part de Business France qui va souvent Exactement. prendre en charge donc, le logement, qui va prendre en charge l'assurance. Donc, tu me dis que c'est ce que tu recherchais pour intégrer la zone et du coup, comment tu as fait pour décrocher ce VIE alors que tu n'avais pas d'expérience professionnelle en entreprise et que tu avais ton expérience en tant qu'entrepreneur? Comment tu vends ça sur ton CV? Comment tu arrives à, voilà, pour des personnes qui, après leurs études, veulent tenter de l'entrepreneuriat, mais qui se disent, ouais, j'ai pas envie de perdre la plus-value de mon diplôme, parlent souvent de trous dans le CV. Comment tu fais Mhm. pour vendre ça sur ton CV? Comment tu fais pour vraiment vendre ton profil au recruteur et que ton profil plaise? Bien sûr. Alors, deux choses. Déjà, la première chose, en plus, maintenant qu'on a se passé un peu recruteur, c'est aussi le conseil que je peux donner, d'éviter de postuler à toutes les offres. Moi, j'ai postulé qu'à 4 offres pour trouver mon VIE. Et finalement, ça l'a fait avec une entreprise. Et pour comment marketer finalement mon profil, en fait, c'est que moi, j'avais une lecture de la région, parce que voilà, j'avais eu cette expérience-là de développer le business sur la zone. Donc, je savais que ça pouvait intéresser une entreprise. Et ce profil entrepreneur, dans le cadre d'une ouverture de filiale, ça intéresse parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est débrouillard. Et c'est ce que j'ai mis en avant dans mon CV. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir que quand on veut postuler dans un VIE, l'âge maximum, c'est 28 ans. Moi, j'ai postulé, j'avais 27 ans. Ça veut dire que quand il y a une personne qui a 23 ans qui postule, moi, j'ai 5 ans de plus sur le marché de l'emploi. Et c'est plus simple de vendre son profil à une entreprise. Alors, c'est vrai que c'est le jeu de la concurrence, Ouais. malheureusement. Mais je sais que moi, à côté de moi, j'ai soit des personnes qui ont 28 ans ou moins de 28 ans. Et plus moins de 28 ans, souvent sortis d'études, qui souhaitent partir en VIE. Et donc voilà, derrière moi, c'est plus simple quand même de pouvoir vendre mon projet. D'accord. Et donc en stratégie donc pour postuler, tu cibles vraiment, voilà, tu te dis pas, tu sais qu'il y a des offres auxquelles tu vas pas, enfin, tu n'auras pas les compétences ou tu vas pas être pris. Du coup, tu choisis de cibler vraiment un nombre d'offres limité, mais sur lesquelles tu as un grand pourcentage de chances d'être pris. Et c'est ça. Et ce qui est dur en tant que VIE, parce que les VIE, c'est dans le monde entier, mais il y a des zones qui sont plébiscitées. Plébiscitées. Il y a des zones qui sont plébiscitées plus que d'autres. Et c'est vrai que exactement. Et encore, les US, c'est très grand, mais c'est le cas. Par exemple, si tu mets en parallèle un VIE en Moldavie, alors j'imagine que c'est incroyable la Moldavie, mais VS, une VIE aux Émirats, la concurrence aux Émirats, elle est incroyable. Et donc c'est pour ça que j'avais ça en tête, parce que la plupart des VIE qui arrivent ici, souvent, c'est des promotions internes. Ils sont déjà en entreprise et ils arrivent sur zone dans le cadre de... Mais les offres qui sont mises sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui postulent. Et donc c'est pour ça, voilà, j'ai fait ce choix vraiment d'être ultra euh, stratégique sur mon choix de mission et de vraiment voilà, pouvoir proposer quelque chose qui correspond autant à l'entreprise et qui me correspond à moi. D'accord. Et donc pour faire la transition, donc vous êtes allés ensemble du coup aux Émirats, donc vous êtes parti avec ton VIE et vous êtes allés aux Émirats ensemble. Ouais, c'est ça. Peut-être pour Mhm. compléter, parce que je trouve aussi intéressant par rapport à ce qu'il disait Wassim sur les VIE, c'est qu'avec aussi le regard de recruteur, euh, Wassim, son CV, il était très long et il était très chargé, donc c'était bien parce qu'il c'était très étoffé, détaillé. Mais du coup, on a plus orienté son profil pour justement intéresser une entreprise qui recherchait ce VIE-là, en mettant en avant justement son expérience sur la zone, en mettant en avant certaines choses et en enlevant d'autres choses moins importantes. Donc je pense que c'est important aussi de parfois prioriser des choses sur son CV. Quand on a trop de missions ou quand on veut trop en mettre, c'est pas bien non plus parce que finalement le recruteur
voit juste des lignes et voit pas l'important, enfin, ce qui est important. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'avec Wassim, on a vachement orienté sur ça. Sur la partie VIE aussi, pourquoi un VIE et pas un CDI? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour candidater à des offres CDI aux Émirats, c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et le VIE, pardon, était quand même un moyen plus simple d'intégrer la zone, et surtout que Wassim avait une expérience sur la zone, mais qui n'était pas encore mature. Donc le fait aussi d'intégrer un VIE, c'était de comprendre un peu mieux le marché aussi du Moyen-Orient, du Middle East. Et si demain on crée notre société, parce que c'était pas encore sûr quand on est parti, on aurait quand même on va dire les skills de Wassim, les compétences de Wassim sur la compréhension du marché qui étaient quand même importantes pour nous. Et moi-même, par contre, je connaissais pas du tout le Middle East. Donc c'est vrai que c'était aussi important qu'il ait une première expérience en tant que salarié pour comprendre un peu mieux le business sur la zone. C'était important pour nous. Et juste fun fact, je me rappelle que dans le CV que j'ai envoyé, parce que j'ai demandé après à ma collègue qui m'a recruté pourquoi elle a choisi mon CV plutôt qu'un autre, c'est que j'avais mis une photo de moi dans un salon. Donc c'était le Beauty World Middle East, un salon aux Émirats, où tu me voyais discuter avec un mec qui avait une Kendora. Et donc j'avais mis cette photo en deuxième page de mon CV. Et du coup, elle m'a dit que en gros, ça avait retenu son attention parce que c'était le seul CV où il y avait une photo d'une personne en salon. Il est hyper intéressant ton fun fact parce que c'est souvent ça en fait, il faut souvent se démarquer. Comme tu dis, c'est des zones qui sont hyper concurrentielles. Mhm. Les recruteurs reçoivent des centaines de CV. Mm. C'est marrant que voilà, t'as osé en fait. Enfin, c'est peu commun de mettre une photo dans un CV. Exactement. Parce que si je dis pas de bêtises, Business France demande de pas mettre de photos de profil, je pense pour des sujets de discrimination, ce que j'arrive à comprendre. Mais moi, je trouvais ça dommage. Je dis, bon, non pas qu'on voit pas ma tête, mais je me disais, il faut que je mette quelque chose qui voit que je connais la zone. Et je me suis dit, une photo, ça parle. Si je mets une photo dans un salon et on voit un mec en gandola, ils vont se dire, ok, le mec il est déjà venu ici. Donc, ça permet voilà, de piquer un peu plus la personne qui est en face. Et du coup, pour mieux comprendre, tu dis que tu étais déjà venu ici. En fait, c'était dans le cadre du développement de ta marque de compléments alimentaires que tu Exactement. voulais développer le marché des Émirats en fait. Le marché du Exactement. Middle East, ok. Je suis venu 3 fois Une première fois donc, dans le cadre de rendez-vous clients. Une deuxième fois dans le cadre d'un salon où on a été exposant. On a vraiment reçu une très bonne, enfin, on dirait un très bon ressenti. Le salon s'était très bien passé. On avait même été finaliste d'un award. Mais en fait, là où je me suis rendu compte, la problématique qu'on avait, c'est que le Moyen-Orient, en fait, c'est un marché oral. Les gens ont besoin de te voir, ils ont besoin de te rencontrer, ils ont besoin de discuter. Et ça me coûtait trop cher, en fait, de faire ces allers-retours entre la France et les Émirats. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à terme, alors là c'était dans le cadre de l'entreprise, hein, à terme il fallait qu'il y ait une personne sur zone. Mais bon, finalement, la situation a fait que je suis arrivé sur zone, mais dans le cadre d'un autre contrat. Très bien, donc du coup Victoria, je vais revenir sur ton profil et donc sur ce que tu as fait donc, à partir de l'obtention de ton master et jusqu'à du coup rejoindre Wassim en VIE et ce que tu as fait du coup pendant qu'il était en VIE. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours à partir de l'obtention de Ouais. ton diplôme? Ouais, bah écoute, moi, profil plutôt salarié. Moi, j'ai toujours été hyper à l'aise dans les grands groupes, à l'inverse de Wassim, qui a toujours été un peu l'électron libre du couple. Moi, j'étais très à l'aise dans le grand groupe. J'ai fait mon alternance dans un grand groupe. Puis après, du coup, société de conseil en IT, dans laquelle j'ai travaillé 4 ans. Donc voilà, j'ai fait mon petit chemin dans le recrutement, plutôt des profils techniques. Et du coup, bah, ça s'est hyper bien passé. J'ai quand même bien monté en compétences. J'ai eu aussi un rôle de plutôt managérial dans le sens où j'ai commencé aussi à accompagner quelques personnes sur la partie recrutement. Donc c'est là que j'ai pu monter sur des rôles un petit peu plus avec du leadership. Et après, bah, du coup, voilà, effectivement, j'ai rejoint Wassim. Ça s'est fait hyper vite dans le sens où on sentait en fait que dans notre quotidien et dans notre vie, donc nous on était de Montpellier, on commençait voilà, à ralentir un petit peu et à avoir un petit peu moins d'objectifs. On sentait que voilà, on commençait à plus être 100% satisfait de notre vie au quotidien, professionnel, personnel. Et donc c'est là qu'on a commencé les recherches à l'international. Ça s'est fait hyper vite. Wassim, je crois, a eu sa réponse en mai-juin et il est parti en septembre. Donc ça s'est fait hyper vite. Moi, j'ai rapidement posé ma démission. On a vendu tout notre appartement. Et en fait, ça s'est fait hyper vite, mais en même temps, je pense qu'on avait besoin de ça pour pas trop réfléchir. Parce que c'est ça aussi souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens réfléchissent beaucoup au projet. On va vraiment intellectualiser le projet, réfléchir, etc. Et en fait, il faut juste agir et tant pis, on voit ce qui va se passer. Donc on part. Enfin, Wassim part. Moi, je le rejoins. Moi, je ne savais pas encore si je trouvais un CDI ou pas.
En même temps, Wassim, il avait son contrat et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être le moment d'entreprendre et de sortir un peu de ma zone de confort parce que je me suis dit, ça fait 4 ans que je suis dans une société de conseil, dans un CDI, ça se passait hyper bien. Je vais retrouver un CDI, je vais repartir dans un cycle salarié. Donc, est-ce que c'est pas le moment de tester autre chose et de sortir un peu de ma zone de confort en sachant que moi, je suis très bonne dans l'opérationnel, dans mon métier, mais j'ai jamais été très bonne dans le développement commercial, dans le côté très entrepreneur. Donc je me suis dit, et Wassim aussi m'a encouragée dans ça, pourquoi pas voir autre chose. Et donc c'est là que j'ai commencé les démarches entrepreneuriales ici aux Émirats à la suite de mon arrivée à Dubaï. D'accord, donc si je comprends bien, tu as eu plusieurs années d'expérience dans un grand groupe dans le recrutement donc avant de venir à Dubaï. Donc Wassim obtient son VIE à Dubaï, tu quittes tout et tu rejoins Wassim et à ce moment-là tu Mm. choisis de créer ta structure et donc voilà, de pas chercher de travail Mm. mais de créer une entreprise. Alors c'est quoi le déclic, c'est quoi les raisons aussi qui te poussent à faire ça? Donc tu me dis sortir de ta zone de confort, est-ce que c'est Mm. l'unique raison? C'était quoi les raisons vraiment qui t'ont poussé à faire ça globalement, à entreprendre? Je pense qu'il y a effectivement sortir de la zone de confort. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que quand tu es dans le recrutement en tant que salarié, tu es quand même très limité en termes de recrutement, en termes de poste, en termes de contexte. Je me suis dit, si demain je crée ma société, je vais être confrontée à différents enjeux, à différents clients, à différentes problématiques. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant pour moi, même si demain je retourne sur du salariat, parce que comme Wassim l'a dit au début, on n'est pas fermé à demain retourner sur du salariat, on n'est pas contre le salariat. Et comme il a pu le dire, des fois, c'est juste des moments de vie qui fait que tu es plus à l'aise sur de l'entrepreneuriat ou demain sur du salariat. Donc je me suis dit, avoir une expérience entrepreneuriale, dans tous les cas, ça sera toujours du plus. Je sais qu'il y a des entreprises, et je le sais en tant que recruteur, qui peuvent ne pas forcément apprécier le côté entrepreneur parce que électron-libre, parce que demain, il peut retourner en tant qu'entrepreneur et on peut se dire c'est pas un profil fiable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus d'un an et demi qu'on a créé la structure et je pense que j'ai beaucoup appris en un an et demi parce que justement j'ai été confrontée à des sujets très différents. J'ai été confrontée aussi à des attentes clientes, très différentes aussi. Et pour moi, c'est hyper challengeant. Donc, c'est ce côté-là, challengeant, sortir de ma zone de confort, pouvoir voir autre chose, pouvoir aussi choisir ses clients, choisir ses recrutements. Je sais que c'est un peu c'est pas donné à tout le monde de pouvoir choisir. Et donc, voilà, c'est toi-même qui fais un peu tes propres règles et qui fais tes propres choix. Et je trouvais ça quand même hyper intéressant. Et le fait, en fait, d'avoir cette coupure, c'était le bon moment, je pense, pour aller vers l'entrepreneuriat. D'accord, donc je trouve ça très intéressant. En fait, finalement, tu as acquis pas mal de compétences en fait, dans le salariat, donc dans le recrutement, qui t'ont servi dans ton activité professionnelle aujourd'hui, dans ton entreprise. Il y a, j'imagine, d'autres parties, comme tu disais, les parties un peu plus business que tu maîtrisais moins. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les plus grands défis, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées donc, au lancement de ta boîte? Et par la même occasion, est-ce que tu peux nous présenter un peu votre activité, qu'on comprenne exactement ce que vous faites et voilà en quoi consiste votre entreprise? Ouais. Alors peut-être pour du coup faire l'introduction de l'entreprise et après parler des défis. Donc on a créé un cabinet de chasse, de recrutement. Donc on accompagne des sociétés françaises, européennes qui se développent sur la zone MENA notamment ou EMEA, donc Europe, Middle East, Africa. L'idée c'est que nous en tant que Français et compréhension on va dire du marché européen, des attentes européennes, on puisse accompagner ces structures-là qui se développent sur la zone. Donc on a une connaissance autant de l'Europe, de la France que du Middle East maintenant. Donc on accompagne ces structures qui se développent sur la zone, que ce soit en local, donc des entreprises qui ont leur office, leur bureau ici aux Émirats, ou aussi des entreprises françaises ou européennes qui n'ont pas encore de pied-à-terre, on va dire, ici, mais qui se développent tout de même sur la zone, qui ont une activité sur la zone et qui ont besoin de personnes comme nous, de chasseurs, qui vont trouver en fait la bonne personne, que ce soit d'un point de vue compétence, mais aussi d'un point de vue mindset, donc c'est-à-dire recruter des candidats qui vont pas juste par exemple parler l'arabe parce que c'est requis, mais aussi comprendre les enjeux et comment fonctionne le business ici sur la zone. Donc on les accompagne dans leur recrutement de profils plutôt tech et sales. Voilà, ça c'est notre activité. Au niveau des défis, je pense qu'il y a eu un temps au départ où j'étais encore... mon cerveau réfléchissait quand même encore comme une salariée. Donc il a fallu quand même que je sorte un petit peu de ce système-là, que ce soit, c'est bête, hein, mais en termes d'horaire, et ça m'arrive encore un petit peu aujourd'hui, je vais quand même beaucoup plus travailler qu'en tant que salarié, mais j'ai du mal à me dire, j'ai quand même mes horaires.
J'ai quand même mes horaires, j'ai du mal à me dire demain si tu veux pas travailler parce que ça te fait du bien ne travaille pas en sachant que c'est mercredi. Voilà, c'est un peu bête, mais j'ai quand même toujours un petit peu cette réflexion en tant que salarié d'être un peu dans un cadre et d'avoir du mal à sortir du cadre. Donc c'est pas un énorme défi, mais ce truc de sortir un peu de la réflexion d'un salarié. Et deuxième chose aussi, c'est de pouvoir pas se spécialiser, mais on se rend compte dans le recrutement et comme dans plein de business qu'on peut vite s'éparpiller. Et on s'est rendu compte dans un second temps que le fait d'avoir soit de la niche, soit une spécialisation, c'était vraiment une force et que ça nous permettait, nous, de prospecter de façon beaucoup plus réfléchie. Donc il y a eu ce temps un peu au début où je voulais être un peu sur tous les fronts et on a un peu revu la stratégie pour avoir quelque chose d'un peu plus cadré et finalement ça fonctionne mieux parce que quand on a une spécialisation, on est reconnu pour ça et donc de suite c'est beaucoup plus simple quand on approche des clients, quoi. Mmh. Si je peux juste rajouter par rapport à ce que disait Victoria, et c'est vrai que ça marche plutôt bien parce que maintenant on accompagne plus de 20 entreprises en 1 an et demi. On a près, à l'heure d'aujourd'hui, une quinzaine de postes ouverts. Alors pas que sur la région, on va dire sur le MEA au sens large du terme. Donc on a des sujets au Maroc, on a des sujets aux Émirats, en Arabie Saoudite, aussi en France et en Europe. Et c'est vrai que ce choix de se spécialiser, finalement, nous permet derrière d'avoir un discours qui est millimétré et les entreprises savent pourquoi ils font appel à nous. Et nous, on sait pourquoi on propose nos services à ces entreprises qui se développent autant sur la zone ou que, comme a pu dire Victoria, qui ont des sujets sur la zone. D'accord, très bien. Oui, donc si je comprends bien, en fait, votre entreprise, elle regroupe deux expertises. Donc ton expertise en recrutement que tu as acquis au fil des années, et puis j'imagine ton expertise en entrepreneuriat que tu as pu apporter au sein de cette entreprise. Exactement, et je dirais même aussi cette expertise que j'ai sur la région, donc le GCC, donc tous les pays, donc Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman et Arabie Saoudite. Vu que moi j'ai travaillé en tant que sales sur la zone, je n'étais pas basé que sur les Émirats, mais vraiment sur toute la zone. Et donc ce qu'expliquait Victoria, c'est ce fit culturel que souvent les entreprises ont du mal à comprendre. Et c'est vrai que nous on les accompagne aussi sur cet aspect-là parce que c'est compliqué de développer une zone à distance et encore plus quand tu as le mauvais profil. Du coup, alors au moment où tu décides de lancer l'entreprise, il y a Wassim qui est en VIE. Du coup, à partir de quel moment le projet entrepreneurial, donc il passe du stade de projet à réelle entreprise qui tourne, et à quel moment ça devient alors une activité première, et à quel moment du coup Wassim te rejoint dans l'activité, à quel moment vous vous dites ok, on lâche tout et on continue à fond dans cette direction est la bonne et on va aller dans ça à fond. Alors moi du coup j'ai créé la société quelques mois après mon arrivée aux Émirats parce qu'il fallait aussi que je me renseigne sur la partie légale, contractuelle, etc. Que je connaissais pas de base. Donc je me suis lancée. Au début j'ai quand même fait la facilité. Pourquoi? Je vais pas rentrer dans les détails, mais dans le recrutement, soit tu es vraiment un vrai entrepreneur et tu vas toi-même chercher tes clients, soit on te sollicite. Donc d'autres cabinets te sollicitent et te donnent des missions et toi tu travailles dessus. Donc moi au début j'avais un petit peu ce rythme-là où je faisais un petit peu de prospection, mais j'avais ces partenaires-là qui m'alimentaient et ça allait plutôt bien. Et d'ailleurs je commençais à avoir des beaux résultats comme ça, mais c'est vrai que je sortais pas trop de ma zone de confort. À un moment donné, je me suis dit, bon, si je veux vraiment avoir des résultats et vraiment aller plus loin, il faut aussi que moi, j'accélère sur la partie prospection et que je trouve moi-même mes clients et que je ne dépende pas que de ces partenaires-là. Donc, j'ai commencé à accélérer sur la partie prospection. J'ai eu des résultats, j'ai eu des contrats et là, on a vu que ça fonctionnait hyper bien. Mais c'est vrai que quand tu évolues dans le recrutement, il y a quand même une forte partie opérationnelle. Donc le recrutement, c'était moi à 100% qui l'effectuais. Et je commençais à voir que j'avais plus le temps de faire les deux. Ce stade-là, on était à peu près avant l'été. Et Wassim devait finir ça avait eu à peu près en septembre. Donc déjà, on réfléchissait un petit peu à ça. Wassim, lui, a quand même toujours eu donc, cette fibre entrepreneuriale. Et quand on a vu qu'il y avait quand même de réels sujets, que moi, je commençais vraiment à accélérer, d'avoir de plus en plus de clients, de plus en plus d'intérêt, que ça fonctionnait bien, on me recontactait même pour de nouveaux contrats, donc il y avait de la satisfaction. Wassim, il m'a dit, pourquoi pas moi intervenir sur la partie sales, et comme ça, toi, tu te focuses sur la partie recrutement à 100%. Et même, on va plus loin, on recrute en fait des recruteurs freelance, en gros, qui nous aident sur nos missions. Et en fait, on monte un petit peu comme un cabinet avec bien sûr des personnes en freelance, mais on n'est plus que nous deux et on a grandi en fait
l'entreprise. Donc quand en fait la VIE s'est terminée, il a eu des discussions avec son entreprise. Lui-même a vu que ma société évoluait bien. Donc d'un commun accord, on s'est dit go, pourquoi pas se lancer. Moi, ma première année avait été hyper positive. En même temps, lui en tant que VIE, on va dire, était plutôt stable aussi sur la situation. Donc moi, ça me permettait de me lancer tranquillement. C'est peut-être pour ça aussi que ça a bien marché. Je pense que peut-être mon esprit était tranquille du fait que on avait le VIE, une stabilité. Et donc cette première année, en fait, nous a permis de nous lancer à deux à peu près un an après, du fait qu'il y a eu des très beaux résultats, il y a eu pas mal de demandes, et je voyais que j'avais pas le temps de tout faire, quoi. Donc Wassim a vraiment été pris par le projet. Surtout qu'il suivait quand même le sujet depuis plusieurs mois, hein. Il me voyait travailler, il était quand même intéressé aussi par tout ce que je faisais, il me conseillait beaucoup. Donc voilà, il était déjà dans le projet, hein, voilà. Mais il le suivait un peu de loin. Et c'est à la fin de sa VIE qu'officiellement on s'est mis à travailler ensemble parce qu'on voyait qu'il y avait du potentiel. D'accord. Donc du coup, je comprends qu'à la fin de ton VIE, tu as rejoint donc Victoria dans ce projet entrepreneurial. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Donc le VIE, enfin le retour au salariat, tu le voyais comme un moyen et pas comme une fin. Est-ce que c'est de cette fin-là que tu parlais? Donc est-ce que c'était voilà, un objectif, donc, comme tu disais, de retourner sur la zone MENA et d'ensuite retourner dans de l'entrepreneuriat? Et est-ce que du coup, voilà, tu peux nous expliquer comment ça t'a servi de moyen pour arriver à cette fin? Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as ressenti des doutes? Est-ce que tu as eu l'envie après une année en tant que salarié de continuer dans le salariat, ou est-ce que l'entrepreneuriat te manquait? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à te dire ok, j'arrête mon VIE et je rejoins à fond Victoria dans cette société? Euh, Alors en fait, comme je t'ai dit, donc le VIE, on va dire le salariat au sens large du terme, c'était donc un moyen et pas une finalité. La finalité, je la voyais pas en fait. Moi, je me dis juste, mon objectif, c'est d'arriver sur la zone. Vraiment, j'ai adoré cette année en VIE. L'entreprise pour qui je travaillais, c'était super intéressant. Je m'entendais très bien avec mes managers et même ma N plus 2. Mais on va dire que la force des choses a fait que le projet initialement de Victoria marchait plutôt bien. En plus, moi, j'avais le bon job, c'est-à-dire que le soir, je faisais le coach. Je disais, ah, ok, ça c'est intéressant, essayer de voir si, et c'était ça, en toute modestie, hein. Mais parce que mine de rien, avec ces cinq années d'expérience en tant qu'entrepreneur, tu vois, il y a des patterns que tu retrouves, il y a des erreurs que tu as fait que tu ne veux pas refaire. Et c'est ça, hein, vraiment, ce que tu apprends en l'entrepreneuriat, c'est surtout sur ces erreurs que tu ne refais pas. Et donc, moi, j'ai essayé de lui donner un peu des tips, de dire, écoute, fais attention à si, quand il y avait un client qui prenait trop de place sur ton chiffre d'affaires, diversifie, parce que ton risque est trop localisé. Alors, ça paraît très bateau comme sujet, mais quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte. Pareil sur ces sujets de facturation, qu'on se fait payer à l'heure, qu'on n'est pas trop laxiste, parce que beaucoup d'entreprises profitent de ce laxisme pour mettre du temps à payer, ou les pourcentages, parce que nous, on fonctionne essentiellement au succès, c'est-à-dire qu'on prend un salaire, un pourcentage du salaire brut annuel, et c'est vrai que les entreprises, naturellement, vont négocier à la baisse et maintenir en fait comment dire, cette franchise lors de négociations. Voilà, c'est des petits tips que je lui donnais, et ce qui a permis derrière d'être beaucoup plus rentable sur les missions qu'elle avait, et de voir que derrière, il y en avait de plus en plus de clients du fait qu'elle prospectait pour limiter le risque. Et donc, tout ça a fait que, comme a expliqué Victoria, avant l'été, voilà, il y avait pas mal de sujets. Euh, L'avantage aussi qu'elle avait, c'est que voilà, vu que moi j'étais en VIE, j'avais l'appartement qui était payé, toutes les charges étaient payées, donc en fait elle pouvait se lancer sans prise de risque. Et je lui disais, au pire, tu te trompes, c'est pas grave, tu auras appris sur un an, on a la chance d'avoir de l'expérience et des diplômes, demain tu peux revenir sur le marché de l'emploi et ça posera pas de problème. Donc c'était vraiment test, on voit ce que ça donne. Moi, j'avais pas forcément vocation de rejoindre son entreprise, hein, vraiment. Je me voyais continuer avec la boîte pour qui je travaillais. Mais finalement, je veux dire mes vieux démons, mais c'est dans le bon sens du terme. Dès lors que je voyais que ça bougeait, et que Victoria était en demande aussi de me dire, ouais, écoute, là, il y a des sujets, il va falloir qu'on structure, on fasse grossir la boîte. Et donc c'est là où du coup j'ai décidé, mais sans trop réfléchir, écoute, on se lance et on verra ce que ça donne. Et au pire, si on se trompe, c'est pas grave. C'est juste que partie remise. Et justement, du coup, ouais, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans votre binôme,
c'est qu'on sent que vous vous êtes vraiment entraidés du coup à construire cette boîte, même si au départ ça part de ton ambition voilà, de créer cette boîte de recrutement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as ressenti cette entraide de par justement, vous parlez de la stabilité d'avoir un VIE. Mm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette partie du projet où vous êtes un peu en hybride, donc Wassim qui est en VIE, toi qui es en lancement d'entreprise, en quoi ça a été une force? Est-ce que ça a été une force et en quoi ça l'était si ça l'est? Oui, non, ça l'était parce que effectivement, moi, j'ai pu me lancer, comme il a pu le dire, l'esprit plutôt tranquille. Et en plus, c'est drôle quand même parce que bon, il suivait le sujet de loin, mais de près quand même. Et c'est vrai que moi, un petit peu, ma faiblesse au départ, c'était que j'avais du mal, en fait, pas à me vendre, mais je pouvais avoir tendance à baisser facilement mes prix, à être trop laxiste. Et c'est vrai que Wassim m'a beaucoup quand même, on va dire, entraîné sur ça, c'est de croire en ses positions, de dire, voilà, j'ai mes compétences, je sais aussi moi comment je travaille, je sais ce que je délivre comme travail. Donc, si le pourcentage est celui-ci, c'est pour des raisons. Alors que moi, j'avais tendance à baisser un peu ma garde. Et c'est vrai qu'il faut rester flexible, je pense que c'est important. Mais c'est important aussi de savoir ce qu'on vaut sur le marché. Et Wassim, c'est vrai il a toujours été quand même assez ferme sur ses positions et moi beaucoup moins. Donc c'est juste un exemple, mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, que tu as ton cabinet et que ben voilà, tu es toi-même seul en tant qu'arbitre sur tous les contrats, toutes les discussions que tu peux avoir avec tes clients, tes négos, avoir un Wassim qui est lui beaucoup plus dur et qui moi peut-être des fois un peu moins, ça fait un bon équilibre aussi. Donc je pense que ça vient un petit peu à ta question de l'hybride et comment nous aussi on se complète. C'est que lui a un esprit quand même très entrepreneur, mais du coup aussi qui va être très strict d'un point de vue commercial. Mais c'est important hein, parce que ben, voilà, chacun travaille pour sa boîte et je pense qu'un client est strict pour ses conditions et nous on doit l'être aussi. Et moi du coup j'apporte un petit peu plus cette flexibilité-là et l'expertise aussi, l'expertise recrutement qui vient de base de moi, même si je forme un peu maintenant Wassim parce que j'ai aussi besoin de lui des fois sur ces sujets. Mais voilà, je pense que c'est un bon équilibre. En termes de personnalité, de mindset, on ne travaille pas du tout de la même façon. Ah oui? On réfléchit pas du tout pareil. Donc c'est drôle. Parfois, ben voilà, on n'est pas d'accord. Mais du coup, je pense que c'est bien en termes d'équilibre d'avoir des personnalités comme ça qui sont pas du tout les mêmes, quoi. Ouais, justement, c'est vrai que c'est hyper intéressant. On sent que vous n'avez pas forcément le même tempérament, enfin, alors professionnellement parlant en tout cas. On sent que voilà, tu es un peu plus chill, un peu plus, on va dire, dans la douceur. On sent que du discours que tu tiens, Wassim va un peu plus serrer les vis, etc. Ou voilà, être un peu plus à cheval sur certains sujets. Comment vous qualifierez votre binôme d'un point de vue professionnel et c'est quoi vos forces et voilà, comment vous vous complétez? En fait, déjà pour compléter, moi, vu que j'ai un profil très salarié, souvent en tant que salarié, on nous apprend à arrondir les angles, à faire un peu ce qu'on appelle de la langue de bois. Donc, voici, il me dit très souvent que je ne suis pas assez directe. Je rajoute des mots, parce qu'en entreprise, en fait, on t'apprend à être comme ça. Le fait que Wassim ait eu cette expérience Être politiquement hyper longue, correct. ouais, voilà, très politique. Même si, bien sûr, moi, dans mon entreprise, enfin, ça se passait hyper bien aussi, mais c'est comme ça, en tant que Mais salarié, on a toujours... j'imagine que cette touch, tu dois aussi l'apporter au sein de l'entreprise. Parfois, c'est nécessaire justement d'avoir ce politiquement correct. Attention, j'insulte pas les clients. Ah non. Non, mais je veux dire, on va dire que moi, du coup, j'étais comme ça, d'arrondir les angles, etc. Alors que Wassim, avec ses 5 ans d'entrepreneuriat, ben, quand tu es à ton compte, quand ben, parfois tu es en égo avec des clients, etc., tu as une posture à avoir qui est importante. Et surtout quand tu crois à ton produit, à ton projet, peu importe. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à continuer un petit peu toujours à arrondir les ongles, à faire plaisir à tout le monde, alors que... et peut-être un peu m'oublier aussi parfois. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre-là qui, je pense, est important. On se complète bien, je pense. En tout cas, cette partie-là, je pense qu'on se complète bien. Et surtout, ce que j'aimerais rajouter, et je trouve qu'on le ressent plus aux Émirats, parce qu'on est basé aux Émirats, c'est que l'entrepreneuriat aux Émirats est totalement différent en France, dans le sens où aux Émirats, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas 36 000 possibilités. En France, moi je l'ai vu parce que j'avais une entreprise avant en France, l'État t'aide via les subventions, via plein de possibilités, à te maintenir à flot. Ah bon, enfin chacun aura son opinion sur la question. Ça peut être très bien à certains moments, à d'autres moments, peut-être qu'il faut mieux fermer l'entreprise. Alors qu'aux Émirats, non, c'est total, c'est un monde qui est binaire, c'est-à-dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et du coup, je reviens pourquoi on va dire être un peu plus dur en négociation, c'est que dès lors que tu as des charges à payer, et ça
c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Crois-moi que tu négocies mieux tes conditions. Parce qu'à la fin, ce n'est pas tes clients qui payent tes charges. Et je pense que c'est important de ne pas trop se brader. Parce qu'on a tendance à penser que trop se brader, c'est une bonne chose. Alors, pas forcément. Et je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à le dire. Et du coup, c'est pour ça qu'avec Victoria, on a fait ce travail de se dire, ben voilà, ça c'est nos conditions. On n'est pas dans le top du marché, on n'est pas en bas du marché, on est dans le marché. Et si on propose ces services-là à ce prix-là, c'est qu'il y a une logique derrière. Et du coup, bah, ça a porté ses fruits parce que en l'espace de... La boîte est assez jeune, mais on va dire qu'en l'espace de 5-6 mois, on a vu notre chiffre d'affaires augmenter de manière significative parce que derrière, on négociait mieux nos conditions. Ok, très bien. Et les clients reviennent vers nous. Donc c'est là en fait où on se rend compte, on se dit, mais attends, est-ce que... Et c'est souvent ce que je lui dis, c'est que on pense que quand on négocie, quand un client vient nous voir pour négocier un contrat et qu'on refuse, ou on revient avec une autre contre-proposition, la porte se ferme. Mais la porte ne se ferme rarement en fait. On est juste dans une phase de négociation et à la fin, donc, on va s'accorder sur des conditions et ça va le faire. Oui, et des fois, on peut ne pas être d'accord. Enfin, c'est pas grave. Tout dépend de la situation de l'entreprise. Mais il faut se dire, c'est pas grave. Il y aura d'autres possibilités, il y aura d'autres contrats. Et du coup, si c'est pas ce contrat, ce sera le prochain. Et c'est là où c'est aussi compliqué quand tu es entrepreneur de refuser un contrat. Parce que bah voilà, le contrat est sous tes yeux, parce que ça respecte pas tes conditions. Et je pense que c'est important de se donner cette rigueur-là, parce que sur le long terme, ça portera ses fruits. Juste pour rajouter, et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est un biais psychologique. Dès lors que tu acceptes un contrat qui est juste en dessous, demain, si quelqu'un vient avec le même contrat en dessous, bah, tu vas accepter. Et en fait, malheureusement, c'est un cercle qui est un cercle vicieux, parce qu'à la fin, tes conditions, elles font que baisser. Alors que si tu es dur sur tes conditions de base et tu dis, bah, écoute, moi, je n'irai pas en dessous de ça, bah, du coup, tu sais que ton minimum sera toujours ça. Et si tu fais la moyenne de tes contrats, tu seras toujours au-dessus de tes attentes. Ouais, donc ne pas déplacer sa limite basse. Exactement. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent avec pour objectif et avec pour but d'être plus libre. Est-ce que vous sentez que depuis que vous êtes entrepreneur, vous qui avez vous deux fait du salariat, et donc toi qui en as fait un peu plus, est-ce que tu te sens plus libre maintenant que tu entreprends? Voilà, quelle est la réalité face à cette liberté? Est-ce qu'on ne devient pas esclave de son entreprise? Comment tu te places vis-à-vis de ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors déjà, je pense que le fait qu'on soit deux fait qu'on a quand même une force de frappe qui est du coup double. Et donc, on arrive quand même à avoir des grosses journées sans forcément travailler la nuit, qui sont quand même hyper efficaces parce qu'on est à deux dessus. Ensuite, effectivement, la liberté de pouvoir gérer nos horaires, même si moi, c'est vrai que je suis encore un peu assez rigide sur ça, mais malgré tout de gérer ses horaires, de pouvoir partir plus tôt, de pouvoir prendre rendez-vous. Donc sur ça, en fait, on doit rendre des comptes à soi-même qu'à soi-même du coup, donc c'est quand même pas rien, mais de pouvoir gérer son temps, de pouvoir travailler, effectivement on en parlera peut-être après, depuis l'étranger, de se dire bah, on veut partir un mois, je sais pas, à Oman parce que c'est à côté, on va pouvoir travailler et visiter, d'avoir cette capacité de pouvoir travailler d'où on veut parce que nos clients sont partout, peut-être pas dans le monde mais un petit peu partout, donc cette flexibilité là et de se dire aussi on profite de voyager et de travailler, c'est hyper quand même important. Et en fait on se rend compte parce qu'on est parti un mois au Kenya, et en fait, c'est après ce mois au Kenya qu'on s'est dit, mais en fait, on a hyper bien travaillé, on a eu de bons résultats, on a signé plusieurs contrats. Mais parce que je pense qu'on était dans un mindset hyper positif de on profite, on prend du temps et en même temps on travaille. Et des fois, ça fait du bien aussi de sortir un peu la tête du guidon et de travailler, mais aussi de profiter. Donc je pense que c'est quand même pas négligeable d'avoir cette liberté-là de pouvoir travailler d'où on veut, de travailler, de pouvoir aussi profiter en même temps. Mais oui, après, c'est des comptes qu'on doit se rendre à nous-mêmes. Et il faut faire attention parce que, comme Wassim l'a dit, aux Émirats, on a beau avoir des avantages sur les impôts, etc. La vie est chère, il y a beaucoup de charges et c'est quand même aussi une vie hyper dynamique où si ça ne fonctionne pas, ben voilà, personne ne viendra te rattraper. Donc il faut garder un bon équilibre entre les deux, mais oui, je pense qu'il y a cette liberté et de temps et de choix, comme j'ai pu le dire à un moment donné, choix des clients, choix de comment on veut travailler, avec qui, nos conditions. Et ça, c'est vrai qu'en tant que salarié, on peut difficilement l'avoir, quoi. D'accord. C'est hyper intéressant en fait, justement ce que tu dis sur ça te laisse notamment une liberté géographique de Mm. travailler d'où vous voulez. Et donc,
Qu'est-ce que tu dirais de cette réalité, voilà, de pouvoir travailler donc dans des lieux de vacances? Enfin, tu me dis que vous êtes allé un mois au Kenya et que vous avez été plus productif que lorsque vous étiez dans votre quotidien ou que vous travaillez chez vous. Comment tu peux m'expliquer ça? Comment on peut être plus productif en étant du coup en vacances? Enfin, comment vous gérez cet équilibre-là? Comment vous gardez la motivation en étant Mm, dans des endroits de vacances tout en travaillant? Et comment on arrive aussi à décrocher quand il faut décrocher mm, et mm. à garder de la rigueur quand il faut la garder? C'est vrai que, en fait, limite, je le vois un peu sur l'inverse. Comment garder aussi sa motivation quand on est à deux, parce qu'on travaille à deux, même si on a des partenaires freelance qui nous aident, ils sont à distance. Donc, comment aussi garder cette motivation en étant dans nos bureaux, parce que du coup, nous, on a des espaces de coworking, tous les deux, où on est focus sur nos PC et on lève pas la tête du PC pendant toute la journée. Et en fait, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est des fois on voit qu'on a passé une semaine chargée, on a travaillé, mais mentalement on voit que on a juste vu nos PC, on n'a rien vu d'autre, et je pense qu'à un moment donné le cerveau il tourne plus trop, et on sent qu'on est quand même moins productif, même si on est devant notre PC. Alors que quand on était au Kenya, on avait peut-être moins de temps de travail, mais quand on se mettait au travail, on avait envie de travailler, on avait l'esprit qui était plutôt vide, et surtout on avait envie de travailler, on était de bonne humeur, on avait profité, on avait vu ce qu'on avait à voir, et en fait c'était un bon équilibre entre profiter, voir du monde aussi, parce que c'est important quand tu es des fois entrepreneur, tu es seul, ou des fois tu es à deux, ou dans des petites équipes, tu vois pas grand monde de la journée, à part les murs de ton bureau. Et c'est vrai que du coup, voir du monde, sortir, s'aérer et reprendre le travail après, ça a permis de s'oxygéner, et on se rendait compte en fait qu'on travaillait bien en ayant justement profité, et on avait trouvé un bon équilibre. Voilà, il faut trouver un bon équilibre, c'est important, mais je pense que pour le cerveau, ça fait du bien aussi de sortir. Et des fois, on a tendance à faire des journées où on est focus sur nos PC, moi la première. Et je vois qu'à la fin de la semaine, je me dis, ok, j'ai bien travaillé, mais je sens que mon cerveau, il est plein, et il se vide pas. Et du coup, ça fait du bien aussi d'avoir des semaines où on coupe un peu, où on a un bon équilibre entre travail et vacances, si on peut dire ça comme ça. Du coup, est-ce que vous pourrez donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, Victoria, est-ce que tu pourrais conseiller des personnes voilà, qui sont salariées ou qui veulent arrêter leur activité et se lancer à leur compte, créer un projet? Quel conseil tu pourrais leur donner? Je pense qu'on va avoir une réponse assez proche avec Wassim, mais je pense du coup il complétera. C'est ce qu'on a tendance souvent à faire, c'est beaucoup réfléchir, avoir bah, du coup des plans, pouvoir faire des stratégies, être beaucoup dans la réflexion. Et c'est souvent la partie la plus sympa parce que on imagine la com qu'on va faire, on imagine le produit qu'on va faire, ou le service, peu importe. Et du coup on réfléchit trop et on passe pas suffisamment à l'action. Et beaucoup de personnes n'ont pas lancé des projets parce qu'ils ont tellement réfléchi qu'en fait, finalement, le projet s'est épuisé. Donc, je pense que le conseil que donnera aussi Wassim, c'est de peut-être moins réfléchir et de se lancer. Dans tous les cas, il y a toujours un risque, il y a toujours de l'échec, parce que de temps en temps, on regarde des émissions aussi sur des entrepreneurs qui parlent de leur expérience, et des entrepreneurs qui ont réussi. Bon, c'est toujours subjectif la réussite, mais en tout cas qui ont eu des boîtes qui ont bien scalé, etc. Et on se rend compte quand ils discutent qu'ils ont eu 10 boîtes qui ont été un échec avant d'arriver à celle-ci. Donc dans tous les cas, on passera par l'échec, et je pense que c'est aussi un moyen d'apprendre, même si c'est bateau, on en parlait avec Wassim il y a pas longtemps, mais c'est la réalité. On ne peut pas toujours attendre que tous nos projets soient de la réussite, on ne peut pas toujours espérer que ce soit parfait. Bah, ça ne le sera pas, et c'est comme ça, et dans tous les cas, trop réfléchir, ça ne sert à rien. Moi, je suis une personne qui aussi aurait peut-être eu plus peur de me lancer si voici ne m'avait pas poussé, si j'avais pas été dans un contexte comme les Émirats, qui est quand même très propice à l'entrepreneuriat. Et je pense que oui, c'est ça qui est important, c'est de pas trop réfléchir, parce que de toute façon, on pourra toujours réfléchir à tout, et ça sera jamais parfait, quoi. Je pense que ça serait mon conseil que voici me partage aussi, je pense. Et du coup, Wassim, est-ce que tu pourrais nous donner ton conseil? Je pense que Victoria a un peu tout dit, mais on va dire pour moi il y a 3 points. Le premier, donc, se concentrer sur l'exécution, parce qu'il faut se confronter au marché, c'est le plus important. La deuxième chose, c'est se spécialiser. Quand on lance une entreprise, on a tendance, et c'est l'erreur que j'ai fait sur mon ancienne boîte, de vouloir administrer tout le marché, de pouvoir toucher tout le monde. C'est une erreur parce qu'on perd du temps et de l'argent. Donc ça, c'est le deuxième point, se spécialiser. Et le troisième point, et c'est une expression que m'a souvent dit mon frère quand on travaillait ensemble, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'en entrepreneuriat, on veut toujours mieux faire. Mais mieux faire, c'est pas forcément bien faire. Voilà. Ok, très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous pourrez donner alors, vu que vous êtes dans le recrutement et vous êtes spécialisé dans ça, est-ce que vous pourrez donner maintenant des conseils à des personnes qui chercheraient un emploi dans le Middle East? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, je parlais, je laisserai Victoria après continuer. Pour le coup, alors pour le Middle East, il faut vraiment le voir comme une stratégie, dans le sens où il y a
il faut savoir qu'il y a beaucoup de concurrence, de personnes qui souhaitent venir s'installer aux Émirats, ou on va dire au sens large du terme, le marché du GCC. Et il y a beaucoup de personnes qui postulent en étant sur le marché. Donc il faut avoir conscience déjà que tout le monde veut venir ici. Quand je dis tout le monde, c'est pas toute l'humanité, mais toute nationalité dans le monde souhaite s'installer aux Émirats. Donc on sera autant en concurrence contre des Américains, des Anglais, des Philippins, des Pakistanais, enfin, vraiment tout le monde entier. Donc ça c'est le premier sujet. Deuxième, c'est qu'il y a aussi une concurrence locale. Donc pour moi, si une personne souhaite s'installer ici, déjà il faudrait venir une semaine ou deux, voir un peu si ça plaît à la personne, les Émirats ou le Golfe en termes général, targeter des boîtes, éviter d'aller dans tous les sens. Pourquoi pas favoriser les entreprises qui, par exemple, si c'est une personne qui est francophone, viser des boîtes françaises ou des boîtes qui sont issues de la francophonie, parce que ce sera beaucoup plus simple. En fait, moi, je suis toujours pour utiliser des biais cognitifs pour pouvoir pénétrer un marché ou trouver un emploi. Parce que c'est souvent ça qui permet de faire trigger en fait, sur la personne qui est en face. Du coup, voilà. Après, je pense que Victoria pourrait aussi ajouter quelques Oui, éléments. pour compléter aussi, c'est les offres d'emploi. On se rend compte aussi des clients qui nous font appel, c'est parce que quand ils mettent une offre sur LinkedIn ou sur des job boards, ils ont des centaines et des centaines de candidatures. Et donc, beaucoup de candidats passent à la trappe parce que les entreprises peuvent difficilement traiter toutes les candidatures. Donc, des fois, l'offre d'emploi, c'est pas forcément le meilleur canal pour candidater, mais plutôt faire aussi des recherches sur LinkedIn, pouvoir trouver des mails, pouvoir contacter des personnes de l'équipe en question parce qu'on voit que telle personne est aux Émirats, de pouvoir aussi ne pas juste candidater et sortir un petit peu de ce process-là classique parce que tout le monde fait la même chose et qu'il y a énormément de candidatures. Et c'est aussi pour ça que les entreprises font appel à des cabinets de chasse et de recrutement comme nous. C'est parce qu'ils n'ont plus le temps en fait, d'absorber autant de candidatures. C'est très chronophage. Et en plus, c'est beaucoup des candidats parfois qui n'ont rien à voir avec le poste. Il y a aussi ça. Donc ce qui fait que peut-être la bonne candidature va se noyer dans toutes les candidatures. Donc sortir un petit peu de ça, je pense que c'est important. Et au niveau du CV aussi, voilà, malgré tout, avoir un CV clean, ce qu'on dit souvent à nos candidats sales par exemple, c'est les datas. Les entreprises aiment les datas, aiment des exemples, aiment du concret. Donc avoir sur son CV des éléments qui permettent de suite à l'entreprise de se projeter et pas juste avoir ce qu'on appelle de la langue de bois, donc voilà, des informations qui n'ont pas réellement d'intérêt. Donc voilà, avoir un CV et avoir des éléments hyper concrets dans le CV qui va permettre de faire un petit peu la différence ou de passer par d'autres canaux, comme j'ai pu le dire. En fait, il faut avoir une stratégie. Une stratégie, une démarche d'entrepreneur. C'est souvent ce que je dis. Il faut avoir une démarche d'entrepreneur dans sa recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les canaux classiques. On va essayer de faire le pirate, en fait. C'est une réalité. Il faut être un pirate. Il faut essayer d'aller récupérer des numéros de téléphone, il faut essayer de récupérer des mails et essayer d'ouvrir des portes. Si la personne, elle est en déplacement ici, qu'elle a, je ne sais pas moi, targeté 3 boîtes, elle essaie de voir où ils sont localisés aux Émirats et elle va directement, pourquoi pas, toquer à la porte et dire écoutez, j'ai vu que vous avez une offre d'emploi, je suis intéressé par votre boîte, j'aimerais vous rejoindre, comment on peut faire. Faut avoir cette démarche de pirate et encore plus dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde a accès à l'information au même moment, tout le monde peut postuler. Ok, très bien. Victoria, Wassim, je vous remercie, c'était hyper intéressant. Merci pour tous vos conseils et pour toute votre expertise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoute, que ça continue, qu'on soit toujours épanoui dans ce qu'on fait, parce que pour moi, la réussite passe avant tout par l'épanouissement. Et voilà ce que j'aurais à dire de mon côté. Ouais, c'est ça, et qu'on apprenne toujours plus de cette expérience. Et voilà, de se dire qu'on ne sait pas ce qu'on fera demain, et c'est pas grave, et on est OK avec ça. Et voilà, de continuer à faire ce qu'on aime, comme Wassim disait, et d'être toujours aligné aussi avec un peu notre vision, et de profiter aussi. C'est important de profiter, de ne pas juste travailler. C'est important. Donc voilà, c'est à peu près ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le parcours de Victoria et Wassim, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez sur cette chaîne plein de profils différents, donc qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, des réussites professionnelles, des parcours atypiques. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas que n'importe qui peut se retrouver n'importe où en se donnant les moyens de réussir.